Écoutez, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Marie-Pierre Cattet, je suis la présidente du mouvement associatif Bourgogne-Franche-Comté. Et c'est moi qui ai l'honneur de vous accueillir pour ce webinaire. Donc, comme vous l'aurez compris, on a choisi le format webinaire pour une meilleure qualité de son. Donc, vos micros sont fermés. Seuls les animateurs et intervenants pourront prendre la parole. Et donc, j'ai vu dans le chat que quelqu'un disait qu'il ne voyait pas les autres participants. Donc, effectivement, c'est le format webinaire euh, qui, euh, qui fait que normalement, vous ne voyez pas les écrans de tout le monde pour pouvoir vous focaliser sur la présentation qui sera faite. Je précise que ce webinaire est enregistré. Vous pourrez le revisionner. Et puis, les personnes qui n'ont pas pu être là ce soir pourront également y avoir accès. Voilà. Écoutez, d'abord, pour introduire ce webinaire, un grand merci à tous pour votre participation et pour l'intérêt que vous portez à la thématique qu'on va aborder ce soir. Euh, je voudrais démarrer d'abord par quelques remerciements, démarrer ce webinaire par quelques remerciements. D'abord, remercier les partenaires qui ont permis la tenue de cette enquête, en particulier l'État, la région Bourgogne-Franche-Comté et la Banque des territoires. Je voudrais également remercier le groupe de travail Mission d'observation de la vie associative qui s'est mis en place au sein du mouvement associatif et qui s'est impliqué pendant 2 ans pour donner naissance à cette enquête. Le groupe de travail a été composé de plusieurs membres du mouvement associatif. Je pense en particulier à France Bénévolat, au CROSS, à l'URAF, à la Ligue de l'enseignement, et puis également à des partenaires extérieurs, en particulier la CRES de Bourgogne-Franche-Comté, et puis le service vie associative du conseil départemental de Saône-et-Loire qui s'appelle ASSO 71. Un merci également à Recherche et Solidarité, qui a été notre partenaire pour la conduite de cette enquête. Et puis, enfin, pour finir, un grand merci à l'ensemble des répondants à l'enquête, parce qu'on a eu plus de 1300 répondants à l'enquête qui a été menée en début d'année 2024. Et c'est avant tout l'ensemble de ces réponses qui fait le succès de cette enquête. Voilà. Ce webinaire, alors on a prévu un créneau d'environ 1h30. Avant de laisser la parole à Rachel et Cécile qui vont rentrer vraiment dans le vif du sujet des résultats de l'enquête, peut-être vous dire d'abord quelques mots sur d'où vient cette enquête et plus précisément sur la mission d'observation de la vie associative qui est portée par le mouvement associatif Bourgogne-Franche-Comté. En fait, cette mission d'observation, l'origine de cette mission d'observation, c'est l'engagement pris dans le cadre de la charte des engagements réciproques qui a été signée en 2022 entre l'État, la région et le mouvement associatif, où le mouvement associatif s'est engagé à organiser l'observation des dynamiques associatives sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, suite à cet engagement pris, nous avons donc créé un groupe de travail et essayé de définir les contours à donner à cette mission d'observation avec plusieurs enjeux là derrière. Le premier enjeu pour nous qui était très important, c'était de rendre plus lisibles et plus visibles les données qui existent déjà sur la vie associative en Bourgogne-Franche-Comté. Euh, il y a un certain nombre de sources qui existent, des données INSEE, des données qui sont récupérables sur les dynamiques associatives. Et pour nous, l'enjeu premier, c'était de leur donner du sens et de les mettre en avant. Et Rachel vous présentera tout à l'heure le panorama qui a été fait dans ce cadre-là et que vous pourrez découvrir un peu plus précisément. Et puis ensuite, l'autre enjeu de cette mission d'observation, c'était de nous-mêmes produire des données à la fois quantitatives, mais surtout qualitatives pour approfondir des thèmes qui nous semblaient importants. Et donc, c'est sur ce deuxième point que nous avons souhaité mener une enquête accompagnée par Recherche et Solidarité sur la thématique de l'engagement et du renouvellement des dirigeants bénévoles dans les associations. Le choix de cette thématique, il y a au moins deux motivations à ce choix. Le premier, c'est que c'est un enjeu, en tout cas, c'est une problématique qui est souvent relevée par les associations. Donc, ça nous semblait
important et intéressant de pouvoir l'approfondir. Et puis le deuxième enjeu pour nous, c'est que dans la perspective de nos travaux autour de la conférence régionale de la vie associative qui portera sur la démocratie dans et avec les associations, c'était aussi une thématique qui nous semblait intéressante à creuser dans ce cadre-là. Voilà. Donc, voilà en quelques mots la présentation de la mission d'observation de la vie associative. Et je vais laisser la parole à Rachel qui va vous apporter un peu plus de précision sur les travaux qui ont été engagés. Bonjour. Donc, dans un premier temps, comme le précisait Marie-Pierre, le groupe de travail a réalisé un panorama synthétique de la vie associative. Donc, l'objectif n'était pas de créer des données, mais de repartir de celles qu'on connaît déjà, qui sont issues de l'INSEE, mais aussi des travaux notamment de recherche et solidarité, et avec également, en collaboration également avec la CRES BFC, pour mettre en avant des données clés de la vie associative dans le cadre de ce panorama qui se présente sous la forme d'un livret de 4 pages, en livret A4, avec un complément de 4 pages également, un peu plus littéraire que visuel, on va dire. Et vous pourrez donc le consulter, le visionner, le télécharger sur notre site internet, donc lmabfc.org. Il sera également imprimé et diffusé à l'occasion de la conférence régionale de la vie associative aux participants qui seront présents le 2 juillet. L'autre, donc, j'en dis pas plus, donc vous trouverez dedans les données clés sur le bénévolat, sur l'emploi, sur les créations d'associations, mais je vous laisse aller le découvrir directement sur notre site. L'autre thème donc, qui nous occupe aujourd'hui, c'est l'enquête proposée par le groupe de travail. Donc, un choix, comme l'a déjà expliqué Marie-Pierre, motivé par plusieurs raisons. L'engagement et le renouvellement des dirigeants bénévoles dans les associations. Donc, ça a été un travail sur plusieurs mois, en fait, afin de centrer en effet le sujet, de choisir le sujet exact et d'être en résonance avec des préoccupations actuelles que peuvent connaître les associations. Et je ne vais pas aller plus loin puisque je vais laisser la parole, je pense, à Cécile et arrêter le partage pour qu'elle puisse partager à son tour son écran. Merci Rachel. Je vais effectivement partager à mon tour. Voilà, je suppose que vous voyez bien mon écran. Tout à C'est fait. bon, parfait. Donc j'ai cette mission en une petite demi-heure de vous présenter les résultats synthétiques de cette enquête. Je reviens un petit peu sur les objectifs de la démarche et là plus du point de vue de recherche et solidarité. Et peut-être devrais-je présenter un petit peu recherche et solidarité, Rachel, Estelle et Marie-Pierre. On n'avait pas imaginé, mais donc on est nous-mêmes une association. Notre siège est à Lyon et nous avons une vocation nationale. Notre ambition au sein de l'association est de mieux connaître et de mieux faire connaître les solidarités en France. Et depuis 2008, date de création de notre association, eh bien, on s'est de plus en plus concentré sur la vie associative dans ses différentes dimensions. Donc, on fait un suivi très précis de l'emploi grâce à une coopération avec l'URSSAF, mais aussi des dons réalisés par les particuliers et par les entreprises grâce aux données de Bercy, de la DGFiP. Donc, si je résume, lorsqu'il y a des chiffres sur la vie associative, on tisse des coopérations avec les organismes détenteurs et on assure un suivi annuel à l'échelle des départements quand les données sont disponibles, à l'échelle des régions et au plan national. Et au-delà des chiffres qui nous laissent un peu secs, eh bien, on réalise des enquêtes. Et une fois par an, on réalise des enquêtes à l'attention des bénévoles, sinon à l'attention des dirigeants associatifs avec un baromètre et aussi des thématiques qui changent chaque année. Voilà, donc, on a une bonne expérience des enquêtes grâce à nos enquêtes nationales et grâce à des coopérations que l'on tisse avec des grands réseaux nationaux pour travailler sur le bénévolat. En ce moment, on a une enquête en cours avec les Restos du Cœur, une autre avec le Secours catholique. On a aussi Vacances et Familles qui va approcher. Et puis des enquêtes régionales comme celle que nous avons menée dans votre région avec le mouvement associatif. Voilà. Donc,
À la fin de la présentation, et je n'y reviendrai pas du coup, bon, il y a une présentation de recherche et solidarité qui sera utile pour ceux qui ne participent pas au webinaire et qui découvriront la présentation des résultats et qui n'auront pas l'oral. Et puis, il y a surtout aussi un QR code qui vous permet de vous inscrire à notre newsletter pour être informé de nos publications, puisque nous tenons beaucoup à partager le plus possible cette connaissance avec les personnes intéressées, qu'ils soient acteurs associatifs, acteurs de l'accompagnement aussi, pouvoir public, enfin, tous ceux qui s'intéressent à la vie associative. Et là, récemment, on a sorti une nouvelle étude sur le bénévolat qui fait un état des lieux du bénévolat en France. Voilà, donc je ne vais pas plus loin, je vous laisserai contacter ma collègue Marie ou utiliser le QR code pour recevoir notre newsletter et mieux nous connaître aussi sur notre site. Si je reviens maintenant à l'enquête que nous avons réalisée ensemble, l'objectif, comme toutes les enquêtes que nous réalisons, c'est d'abord d'ouvrir un dialogue. On est dans une démarche de dialogue, en l'occurrence ici, avec les dirigeants associatifs de la région sur la façon dont ils vivent leur engagement. Et tous ces témoignages, en fait, sont destinés à identifier les leviers et les freins à la prise de responsabilité, aussi à mieux connaître les modalités de gouvernance des associations, les difficultés concernant le renouvellement des dirigeants et de recenser et partager les bonnes pratiques qui nous ont été transmises dans le cadre de cette enquête. Un point méthodologique, donc une enquête qui s'est déroulée du 15 janvier au 15 mars 2024, donc elle est récente et elle s'est déroulée sur une période de 2 mois, avec une forte participation. 1289 réponses ont été exploitées. Et c'est une très forte participation à l'échelle d'une région. Le plus souvent, donc, nos enquêtes à l'échelle nationale réunissent 3000, 3500 réponses lorsqu'ils s'adressent aux dirigeants associatifs. Et là, on a bien vu tout le travail qui vous a été décrit en amont au sein du groupe de travail pour justement mobiliser plusieurs partenaires autour de cette enquête et ensuite mobiliser au-delà des partenaires toutes des collectivités, ce que nous appelons en fait des relais en région qui ont adhéré à la démarche finalement et qui ont largement participé à la diffusion du questionnaire. On a ainsi un échantillon qui est large, qui est diversifié. Ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y avait une forte représentation du sport. Alors, on n'a de toute façon jamais eu d'échantillon qui soit vraiment représentatif de notre cible, et en l'occurrence donc, des dirigeants associatifs de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, on applique la même méthode que tous les instituts de sondage, ça s'appelle la méthode des quotas, et donc on veille à ce que au moins sur les 2 critères qui sont les plus importants, le secteur d'activité et le budget, eh bien, on ait un échantillon qui soit représentatif. Et on va plus loin concernant donc les associations employeuses, puisqu'il y a toujours des spécificités concernant ces associations employeuses. Et là, la taille des associations, on l'observe à partir du nombre de salariés, avec des données objectives, comme je l'ai pu le glisser, issues de l'URSSAF. Donc, ce que je vais vous présenter ici, ce sont les principaux résultats d'ensemble qui ont été redressés. Mais nous avons aussi réalisé plusieurs analyses détaillées, donc suivant des critères qui portaient soit sur l'association, donc on a distingué comment répondaient les dirigeants des associations sportives par rapport aux culturelles, par rapport aux associations du secteur social, par exemple, et puis aussi selon que les dirigeants étaient un homme, une femme, selon leur âge, selon leur fonction, et aussi selon la taille des associations. Donc, tous ces résultats ne sont pas présentés ici, vont faire l'objet d'une analyse fouillée, toujours par le groupe de travail et peut-être même élargie, mais cette enquête n'est qu'à ses débuts, je dirais, puisque là, tout est à construire maintenant en termes de réflexion et de pistes d'action. Et je vous parlais aussi en amont là, de notre démarche de dialogue. Et c'est la raison pour laquelle, même s'il s'agit d'une enquête en ligne, on veille toujours à ce que les répondants qui le souhaitent puissent s'exprimer librement. Donc, il y a aussi des questions ouvertes
hein, donc, qui ont fait l'objet d'une analyse sémantique, ont demandé par exemple aux responsables d'associations eh bien, les éléments de satisfaction qu'ils éprouvaient dans le cadre de l'exercice de leurs responsabilités, aussi les déceptions éventuelles. Donc ça, ils ont pu l'exprimer par des phrases, hein, sur des champs libres, de la même façon qu'ils ont pu nous partager les bonnes pratiques qu'ils ont pu mettre en place dans leur association pour faciliter le renouvellement des dirigeants. Alors, après cette longue introduction, nous allons arriver dans la lecture des résultats avec un découpage en 3 parties qui suit le déroulé en fait de l'enquête, hein. Votre parcours dans l'association, donc en tant que dirigeant, mais aussi la gouvernance dans votre association et enfin, on finira par le renouvellement des dirigeants dans votre association. La première question qui était posée aux dirigeants était la suivante. Quelles étaient vos relations avec l'association avant de faire partie de son instance dirigeante? Eh bien, 5% ne connaissaient pas l'association, 10% la connaissaient mais n'avaient pas de relation avec elle. Et par différence, eh bien, on a 85% des dirigeants associatifs qui étaient dans l'association ou qui avaient des relations avec elle. Donc, il y a souvent un lien, le plus souvent, hein, un lien entre le dirigeant et l'association. On construit petit à petit son parcours bénévole dans l'association avec une montée progressive en responsabilité. Chacun a son propre parcours. On peut toutefois constater que pour l'accès au conseil d'administration, au bureau, eh bien, l'entrée via l'association, via le bénévolat sur des missions diverses et variées est le principal chemin. Et donc souvent comme bénévole, ça peut être aussi comme adhérent. Et là, on a mis quelques petites informations complémentaires. En vert, lorsqu'il s'agit du profil des dirigeants, ou en bleu, lorsqu'il s'agit du secteur d'activité de l'association dans lequel ce dirigeant est présent. Donc, le lien avec l'association, eh bien, il est plus fort encore pour les dirigeants qui ont moins de 50 ans. Les plus âgés arrivent donc à contrario plus souvent sans forcément avoir de liens étroits avec l'association. Et plus aussi dans le sport et dans la culture. Passe par l'association avec une montée pas en compétences, mais aussi d'ailleurs en responsabilité progressive. Les raisons de l'engagement des dirigeants. Eh bien, on voit que c'est d'abord pour participer aux décisions et pour m'impliquer davantage. Donc ça, c'est une motivation personnelle qui concerne 43% des dirigeants. Donc là, c'est vraiment un geste volontaire, spontané de la part de ces 43%. Il y a aussi des sollicitations. Donc là, il n'y a pas vraiment de motivation personnelle au départ. Voilà, on m'a sollicité, 32%. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de candidats, 13%. Donc là, c'est plus par défaut, hein, voilà. La motivation personnelle, elle est encore moins présente, et puis aussi par solidarité parfois, parce que c'est pour soulager les dirigeants en place ou parce qu'un membre de ma famille était concerné. Donc l'absence de candidats se trouve plus fréquemment dans les loisirs, et en fait, on va plus facilement solliciter les bénévoles ou les personnes de plus de 50 ans. On va faire appel peut-être plus facilement à l'expérience, mais il me semble aussi surtout à la disponibilité. Passer 50 ans, peut-être encore plus, passer 60, voilà. J'imagine, comme moi, vous avez des exemples autour de vous, hein, de personnes qu'on a pu identifier parce que voilà, elles vont passer le cap de la retraite, elles vont être plus disponibles, sont à la recherche de nouvelles aventures et on va plus facilement aller les solliciter. Avez-vous hésité avant d'entrer au sein de l'instance dirigeante de votre association? Eh bien, on a 8% de bénévoles, de dirigeants, pardon, qui ont clairement hésité.
je vais essayer de ne pas exprimer d'opinion personnelle à chaque fois, mais en tout cas, au plan entre nous, lorsqu'on a regardé tous ces résultats, on s'est dit finalement, il y a peu d'hésitation, même si 22% des dirigeants ont un peu hésité, et surtout 69% qui n'ont pas vraiment ou pas du tout hésité avant d'entrer dans cette instance dirigeante. Si hésitation il y a pour 8% en moyenne, il y en a un peu plus avant 50 ans. Peut-être doit-on voir ici encore cette dimension disponibilité avant 50 ans et qui peut faire craindre de manquer de temps pour s'engager, d'où peut-être la nécessité ou l'importance de proposer des formules un peu souples ou, on le verra, de partage de responsabilités. Les motivations des dirigeants. Donc, quelles sont vos principales motivations? D'abord, être utile à la société, agir pour les autres, pour 74% des dirigeants, et puis appartenir à une équipe, 51%. Donc, pour nous qui sommes sur ces sujets au quotidien, on va dire, c'est vraiment les résultats classiques, les deux moteurs de l'engagement, que l'on ait des responsabilités ou non, l'utilité sociale et le collectif. Donc, ça ressort ici sans surprise. Et puis, pour les dirigeants, c'est aussi, pour 47%, me sentir véritablement acteur, défendre une cause, mais aussi au plan personnel, mon épanouissement personnel, 35%, l'acquisition de compétences, 24%, avoir une certaine liberté d'initiative, 20%, et encore une certaine reconnaissance pour 13% des dirigeants. Donc, on a avant tout des motivations altruistes, des motivations pour les autres, y compris me sentir acteur et défendre une cause, et des motivations personnelles qui sont plus affirmées avant 50 ans, alors que la cause et la convivialité sont un peu plus recherchées après 65 ans. Ce qui est important, c'est le message qu'on essaye de faire passer depuis que nous réalisons ces enquêtes, c'est des motivations pour soi qui sont importantes et qu'il faut exprimer et comme gage en fait d'un engagement dans la durée et d'une bonne écoute aussi des associations de manière à essayer de satisfaire ces motivations qui sont tout aussi légitimes et qui de toute façon passent toujours au second plan derrière les motivations altruistes. Comment vivez-vous votre engagement en tant que dirigeant d'association? Là, on a pris des expressions pour essayer de faire ressortir ce qui satisfait le plus, on va dire, les dirigeants et aussi dans quelle mesure certains peuvent se sentir un peu seuls parfois et exprimer des craintes, des déceptions. Ressortent de façon quasi unanime le fait d'être au cœur de la vie de l'association et le fait de rencontrer des personnes intéressantes grâce à mes fonctions. J'apprends beaucoup, je découvre de nouveaux univers. Donc l'épanouissement personnel, on vient d'en parler comme motivation, et bien là, on retrouve dans les satisfactions, en tout cas dans les expressions que nous avons choisies et qui ressortent en premier, des appréciations très positives et des retours très positifs de la part des dirigeants quand on leur demande de s'exprimer sur leur propre expérience d'exercice des responsabilités. Alors, plus loin derrière, et il ne faut surtout pas le négliger, on a quand même près de la moitié des dirigeants qui disent que je me sens parfois seule face à certaines situations, donc ce sentiment de solitude que j'ai déjà énoncé. L'appréhension de certaines responsabilités juridiques pour 43% des dirigeants et la peur de mal faire dans certaines circonstances. Ces trois expressions qui sont plus exprimées encore avant 50 ans, probablement en lien avec une moindre expérience, soulignent le besoin d'accompagnement et le besoin de soutien des dirigeants associatifs pour se sentir le plus à l'aise possible, on va dire, le plus épanoui dans l'exercice de leurs responsabilités. Et là, on pointe
de façon beaucoup moins importante, hein, mais quand même, deux expressions. J'ai besoin de mieux comprendre ce qu'on attend de moi par 17% des dirigeants. J'ai l'impression d'être en décalage avec le quotidien de l'association pour 9% des dirigeants. Donc, ils sont moins nombreux à se trouver dans ces situations, mais ça doit interpeller les associations concernées. Et ça nous montre que pour les dirigeants, l'importance d'avoir une définition des missions, des responsabilités, on le verra plus loin, parfois avec les salariés quand il y en a, mais même entre dirigeants, et puis de se sentir vraiment impliqué et au cœur de l'association. On les interroge bien sûr pour demain, hein, quels seraient leurs souhaits lors du renouvellement de leur mandat. Prendre plus de responsabilités, là on a 2%, avoir moins de responsabilités, 4%. Bon, certes, ils sont un peu plus nombreux à vouloir lever le pied, mais enfin, ça reste des situations assez marginales, tout comme avoir d'autres responsabilités ou d'autres fonctions. Sur ces résultats, on voit qu'un tiers, en fait, un tiers souhaite poursuivre son engagement dans les mêmes conditions. Donc, pas de changement attendu. Les choses vont bien telles qu'elles sont. On a près de 30% qui souhaitent partager leurs responsabilités. Et puis, on a 15% des dirigeants qui ne souhaitent pas renouveler leur engagement. Et cette proportion, en fait, monte à 22% chez les 65 ans et plus. J'imagine que vous pensez à certains exemples autour de vous et dans les témoignages que nous avons pu avoir, donc ces personnes qui se sont exprimées librement, hein, puisqu'il y avait aussi, on leur permettait pour ces 15% d'exprimer les raisons pour lesquelles ils souhaitaient lever le pied, voire arrêter leur engagement, et bien très souvent, c'est un effet âge, situation personnelle, une lassitude, une usure. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel en tout cas dans les témoignages que nous avons reçus, mais c'est intéressant de les parcourir. Je pense que vous aurez l'occasion lorsque les résultats plus détaillés seront présentés. Et puis, il y a 13% voilà, qui réservent leur réponse pour des raisons personnelles ou propres à l'association. Ça, c'est ou qui n'osent pas encore prendre cette décision. Voilà, ils sont dans une situation mitigée. Quelques questions exactement sur la gouvernance au sein de l'association. La première, sur le partage des tâches. On a voulu savoir si le partage des tâches et des responsabilités au sein de l'instance dirigeante était bien défini. Pour 34% des dirigeants, aucun problème, le partage est parfait, tout va bien. Pour 47%, ça va, ça pourrait être mieux. Et pour 16%, ce n'est pas vraiment bien défini. Okay, c'est vrai qu'on peut se satisfaire d'une large majorité de réponses positives. On pointera toutefois que lorsqu'il y a une certaine imprécision, eh bien, ces sources, on a écrit d'inconfort et d'insatisfaction pour les dirigeants concernés. Et pour les associations, eh bien, c'est un peu un petit avertissement, ou en tout cas, on sait qu'il y a des améliorations qui sont attendues de la part des dirigeants. Donc, l'importance pour les dirigeants, notamment pour ceux qui vont entrer dans l'instance dirigeante, est bien de savoir ce qu'on attend d'eux, le périmètre de leurs responsabilités, et aussi par rapport aux autres membres de cette instance dirigeante, voire par rapport aux salariés. Et donc là, on a interrogé les dirigeants sur la façon dont, sur leur satisfaction concernant la façon dont l'équipe dirigeante fonctionne. 38% se disent tout à fait satisfaits, ce qui est positif. 47% plutôt satisfaits, 12% pas vraiment satisfaits. Donc,
On a peu de situations jugées insatisfaisantes et toujours, comme on aime le pointer, hein, des marges de progression, mais c'est voilà, c'est tout à fait légitime, surtout lorsqu'on voit les résultats plus loin sur le renouvellement des dirigeants ou lorsqu'on a vu que les intentions des dirigeants pour demain, donc forcément, les choses ne sont pas toujours idéales et il y a toujours des améliorations possibles. Donc, le renouvellement des dirigeants dans l'association. Dans votre association, la question du renouvellement des dirigeants est abordée. Eh bien, là, on est à 51%, donc dans la moitié des associations, c'est au coup par coup, à la fin du mandat des dirigeants ou à l'occasion des départs. Donc, il n'y a pas vraiment d'anticipation. Et en tout cas, c'est dans ces associations où il n'y a pas d'anticipation que on est dans la majorité des situations. Sinon, eh bien, elle fait l'objet de discussions fréquentes qui restent souvent sans suite, 17%. Voilà, souvent, c'est un sujet récurrent qui revient, on en parle, et puis, ben, voilà, comme on n'est pas, il n'y a pas de renouvellement en vue dans l'immédiat, eh bien, on passe à autre chose. Et c'est un peu plus souvent le cas dans l'éducation populaire. Voilà, c'est un sujet de préoccupation parmi d'autres. Et les discussions n'aboutissent pas forcément. Dans 18% des associations, et c'est un peu plus dans le social, on a une réflexion qui est en cours pour anticiper ces renouvellements. Donc là, on a pris en compte le sujet et on y réfléchit sérieusement. Et sinon, on a vraiment mis en place des actions pour assurer la suite et pour garantir la continuité. Là, c'est seulement dans 11% des associations, qui sont un peu plus nombreuses dans la culture, mais on peut dire que le plus souvent, hein, vraiment, on fait du coup par coup, pour le mieux, et on prend le sujet à bras-le-corps dans 11% des associations et aussi dans donc, 18% où là, ces réflexions, elles devraient quand même aboutir à des actions mises en œuvre. Quand vous recherchez de nouveaux candidats, vers qui vous tournez-vous? Dans les 3/4 au moins des associations, eh bien, on se tourne vers les bénévoles, vers les adhérents, les membres, les pratiquants ou les bénéficiaires, selon le type d'association. On a réuni les différentes expressions. Vous vous souvenez certainement que le chemin pour arriver à la prise de responsabilité, donc le témoignage personnel des dirigeants, vient nous montrer qu'ils étaient 85% à faire déjà partie de l'association avant de devenir dirigeants, donc ils connaissaient bien l'association. Eh bien, là, donc, le réflexe, c'est d'abord de se tourner vers les acteurs de l'association, bénévoles bien sûr, mais aussi les adhérents, ceux qui sont vraiment, qui connaissent bien, qui sont au contact de l'association. Et puis sinon, ben, on va élargir au bouche à oreille, donc le fait de faire appel à ses connaissances, d'autres associations ou pas. Et donc pour 28%, on va solliciter les dirigeants en place pour qu'ils aillent prêcher la bonne parole. Sinon, eh bien, diverses pistes, alors qui sont finalement chacune peu, on y fait peu appel, hein, que ce soit les partenaires, sponsors, les mécènes, les donateurs, les plateformes de mise en relation, les structures d'appui à la vie associative. Là, donc, ce sont des pistes, nous on écrit, qui sont à explorer. Alors, pas forcément dans l'espoir de trouver directement un dirigeant membre pour voilà, d'ouvrir au conseil d'administration, mais comme on l'a dit à plusieurs reprises, hein, chaque bénévole crée son propre parcours et ce sont en tout cas autant de pistes intéressantes pour encourager ces personnes à donner de leur temps dans l'association pour petit à petit, d'ailleurs à brève échéance parfois, entrer dans une instance dirigeante.
Et y compris, alors c'est vrai que les plateformes, par exemple, les plateformes de mise en relation, c'est pas forcément, on va faire appel à des personnes qui ne connaissent pas forcément l'association, qui sont vraiment extérieures, mais qui vont disposer d'une compétence particulière. Donc, pourquoi pas aller chercher un trésorier sur une plateforme ou via les annonces des structures d'appui à la vie associative. Voilà, quand on a des difficultés pour renouveler les instances et pour trouver de nouveaux candidats, eh bien, ne négligez aucune piste finalement. On a interrogé les responsables d'associations aussi sur l'importance qui est accordée au sujet, à différents sujets lors du renouvellement des dirigeants. La parité, donc là, vous avez donc les 4 sujets que nous avons retenus, et puis le degré d'importance ici. La parité, finalement, ressort peu. 40%, pas d'importance. Elle ressort un peu plus dans le sport. Mais bon, les travaux de Viviane Chernonog et les travaux qui sont réalisés sur le sujet nous montrent que la discrimination qu'on avait pu constater entre hommes et femmes, eh bien, s'atténue beaucoup, qu'on a beaucoup maintenant une parité, en tout cas sur la présidence des associations, sur les postes, certains postes, ça varie encore, mais en tout cas, les femmes ont gagné du terrain. Donc là, l'importance est moindre, et elle est moindre notamment que sur l'implication des adhérents, des bénéficiaires, des usagers et des licenciés. Là, près de 80% des associations attachent vraiment une importance à impliquer ces adhérents euh, pour en faire de futurs bénévoles et de futurs dirigeants. Tout ça, on voit comme dans toutes nos enquêtes, hein, les résultats se confortent. Hein, on retrouve plusieurs signaux qui vont dans le même sens. La redéfinition des rôles respectifs entre salariés et dirigeants. Donc ça, bien sûr, ça ne concerne que les associations employeuses. Et là, on y attache de l'importance, hein, beaucoup d'importance pour 44% et peu d'importance pour 34%. Le rajeunissement aussi, qui est important. On voit que le non-renouvellement est plus important chez les plus âgés. On a aussi une tendance à l'engagement plus important de la part des jeunes. Donc, tout ça conforte dans l'idée d'être attentif au rajeunissement des instances. Donc, si dans le sport, dans les tendances qu'on a pu observer par secteur, hein, dans le sport, on va être plus attentif à la parité, à l'implication des adhérents. Et puis, dans le social, santé humanitaire, donc c'est un secteur, au secteur on a réuni, et on est plus attentif au rajeunissement. Pour terminer, eh bien, la question était, au fond, le renouvellement des dirigeants est-il un sujet de préoccupation dans votre association? Allez, on va commencer par ces 30% là qui nous montrent que ce n'est pas un sujet de préoccupation. Pas vraiment pour 26%, pas du tout pour 4%. En revanche, pour les 2/3 des associations, c'est un sujet de préoccupation. Donc, un sujet parmi d'autres pour 45%, un peu plus dans l'éducation populaire. Et le sujet de préoccupation le plus important pour 21% des associations et un peu plus dans le sport et dans le social. Voilà pour ces principaux résultats. Et c'est ici que vous retrouvez le QR code ou l'adresse de ma collègue marie.duros@recherche-solidarité.org pour vous inscrire à notre newsletter. Et sinon, Estelle, Marie-Pierre et Rachel sont là eh bien, pour vous diffuser les résultats de l'enquête. Alors, cette présentation et plus tard, et à l'occasion de la CRVA, de travailler beaucoup plus sur les résultats eux-mêmes. Est-ce que, Rachel, tu souhaites que j'arrête le partage, que vous
Oui, on va pouvoir arrêter le partage et Ouais, je crois qu'il y a Estelle qui a une question à te faire remonter. d'accord. Du coup, j'arrêterai le partage après la question, au cas où. Oui, merci Cécile pour ces éléments. Une question notamment sur est-ce que, mais je ne sais pas si la réponse, tu auras la réponse, mais est-ce que les difficultés pour renouveler les dirigeants sont plus importantes si c'est une association locale ou plus régionale? Mais je ne suis pas sûre qu'on ait cette visibilité-là, mais je veux que tu me confirmes cela. Alors, non, tu as raison, Estelle, j'ai pas la réponse là-dessus parce que tout simplement, on n'a pas posé la question. On a veillé à ce que les associations vous avez 8 départements, hein, Bourgogne, voilà, des 8 départements soient bien représentés dans notre échantillon. Ça, on a fait un suivi au fil des semaines et on peut vous l'assurer. C'est vrai que en Saône-et-Loire, ils ont été bien motivé par le service vie associative. Mais donc ça, c'était une approche. Après, on n'a pas posé la question du périmètre d'action, en fait, de l'association qui aurait pu nous guider. Mais c'était déjà ambitieux de notre part, nous, Recherche et Solidarité, de mener une enquête régionale parce que on sait les difficultés à recueillir un échantillon qui soit pertinent. Ça, c'est vraiment très bien fait en Bourgogne-Franche-Comté, à tel point que cette participation aussi importante nous encourage vraiment à diffuser le moment venu, quand Estelle, Marie-Pierre et Rachel nous autoriseront, hein, mais à diffuser largement les résultats de cette enquête parce qu'ils sont particulièrement utiles pour toutes les régions. Il n'y a pas de spécificité Bourgogne-Franche-Comté qui nous freine à partager ces résultats comme enseignement tout à fait pertinent à l'échelle nationale. Merci Cécile. Si jamais vous avez d'autres questions, je vous propose d'attendre un petit peu. On va passer aux enseignements principaux. Marie-Pierre, tu voulais peut-être intervenir? Oui, peut-être juste, Cécile, préciser que, donc, comme tu l'as dit, ce sont les principaux résultats de l'enquête et que, vu l'échantillon qu'on a, on aura la possibilité d'avoir des focus plus particuliers parce que, on l'a vu, nous, dans les premiers résultats que vous nous avez renvoyés, les secteurs d'activité, et tu l'as mis en avant parfois sur certains items, les secteurs d'activité ou la taille des associations en particulier, euh, engendre pas tout à fait les mêmes résultats. Et donc, ça, ce sera aussi intéressant de pouvoir creuser davantage cette partie-là pour voir dans le secteur social, par exemple, sanitaire et social, il y a des problématiques particulières qu'on ne rencontre pas dans le secteur sportif ou qui sont différentes du secteur culturel, etc. Donc là, le temps va nous permettre aussi d'aller un peu plus finement dans des analyses sectorielles et par typologie d'associations. Tout à fait, tout à fait. On veille à avoir un résultat d'ensemble qui soit représentatif du secteur associatif et on veille tout autant, si ce n'est plus, à transmettre des résultats qu'on appelle nous détaillés parce qu'ils permettent de faire des analyses beaucoup plus fines, alors par secteur d'activité, comme tu viens de le dire, Marie-Pierre, mais comme on l'a vu aussi par âge, mais aussi selon les fonctions des dirigeants. Bon, voilà, on essaye d'analyser ces résultats sous toutes les coutures et surtout de vous les remettre de manière à ce que vous puissiez, vous, en tant que responsables régionaux de manière collective, vous puissiez aller plus loin. Cécile, du coup, il y a des questions qui sont arrivées entre-temps. Du coup, je te les confie. Les associations pour lesquelles le renouvellement des dirigeants n'est pas une préoccupation, donc c'était 30%, sont-elles concentrées dans un secteur associatif spécifique? Et si oui, qu'est-ce qui facilite le renouvellement des dirigeants? Alors, concentré, on ne peut pas dire ça. En fait, on va voir quelques spécificités, hein. Là, sur les associations de mémoire, mais pendant que Marie-Pierre va regarder les enseignements, je retournerai justement dans ces résultats détaillés pour être sûre de ne pas vous dire de bêtises. Mais il n'y a pas, c'est jamais blanc ou noir, hein. On va avoir dans un secteur quelques spécificités, mais on s'écarte rarement des moyennes qui sont transmises ici. Mais je regarde ça de plus près et je vous réponds.
Et il y avait une question s'il y avait un secteur environnement qui était identifié spécifiquement. Alors ça, c'est toujours notre regret. Si vous voulez, à l'échelle d'une région, c'est déjà très bien d'avoir pu identifier les loisirs, la culture, l'éducation populaire et sociale, santé humanitaire que l'on groupe comme d'autres, Viviane Tchernonog dont on a déjà parlé. La diversité des activités des associations font qu'on est obligé donc de les regrouper. Et nous, on est souvent frustrés de ne pas pouvoir parler de secteurs qui sont moins représentés. Et l'environnement en fait partie. Donc, on savait, on est obligé de les classer dans autres. On n'a pas suffisamment de réponses d'associations du domaine de l'environnement de la région Bourgogne-Franche-Comté pour s'exprimer au nom de ce secteur. Pour nos enquêtes nationales, alors là, on a une enquête nationale en cours, toujours pareil, hein, auprès là, des responsables d'associations. Donc, une fois par an, elle est en ligne à peu près à cette période. Et là, on a un baromètre avec des questions récurrentes qui nous permettent de suivre le moral des dirigeants associatifs au plan national et aussi des questions thématiques. Et là, c'est la transition écologique qui a été retenue. Donc, il ne s'agit pas d'aller chercher l'opinion uniquement des associations d'environnement. Au contraire, il nous faut là un échantillon le plus représentatif possible, mais surtout le plus large possible. Et on a sauvé notre segment, je vais parler un peu technique, mais notre segment secteur de l'environnement, puisqu'on va pouvoir regarder comment les associations de l'environnement se positionnent par rapport à la transition écologique et en quoi elles se distinguent. Et là, on devrait avoir quand même pas mal de différences. Mais voilà, la difficulté sur une enquête régionale, c'est d'avoir un échantillon très large et on peut déjà vraiment se satisfaire de celui qu'on a obtenu ici. Et du coup, je te confie une dernière question et après on ira sur les enseignements. A-t-on une idée a-t-on une idée du parcours d'accompagnement des dirigeants, nombre d'associations, durée d'engagement ou autres engagements syndicaux ou politiques? Alors, l'élément qui me vient en tête, mais alors là, on s'écarte de toute façon de l'enquête régionale, hein, c'est qu'au plan national, on sait que, et encore, j'allais vous dire une bêtise, parce qu'on sait que les bénévoles sont à peu près 40% à avoir plusieurs engagements. Et là, je vous parle de l'ensemble des bénévoles. Là, je ne vous parle pas des seuls dirigeants associatifs. Donc, les cumuls, je serais même incapable de vous les citer. Après, pour toutes ces questions, je reviens sur Viviane Tchernonog parce qu'en plus, elle a sorti le paysage associatif français, une nouvelle édition en fin d'année. L'enquête qu'elle réalise une fois tous les 5 ans, là, donne des informations là-dessus, sur le profil des dirigeants. Merci Cécile. Du coup, on va passer aux enseignements et à la suite. Je vais donc repartager. Hop. Et laisser la parole. Donc, juste pour dire qu'en effet, on est sur un début d'analyse des résultats et on a encore des temps d'analyse de prévus, de toute façon, à pouvoir restituer des éléments plus concrets, suivant notamment les secteurs, etc. C'est un travail qui va être mené prochainement, notamment avec la CRES-BFC. Je te laisse la parole. Oui, on voulait effectivement, après cette présentation, merci beaucoup Cécile pour la présentation de ces premiers résultats, ces principaux résultats qui seront approfondis par la suite. Peut-être en synthèse, en élément de synthèse, essayer de retenir, nous, on a essayé de retenir 3 idées forces de cette enquête. La première idée, la première chose qu'on retient, c'est des dirigeants motivés, volontaires et satisfaits de leurs responsabilités qu'il faut pour autant soutenir et accompagner. Ça, c'est vraiment le premier élément qui est sorti pour nous de l'enquête. C'est une forme d'enthousiasme qui s'exprime malgré tout dans l'enquête. Je ne vous cache pas que pour nous, ça a été un peu une surprise quand même, cet enthousiasme exprimé, parce que on avait l'impression que quand on travaille quand même beaucoup avec les associations, on est beaucoup au contact. Et
on avait parfois un ressenti d'une forme de fatigue ou ouais, une forme de fatigue des dirigeants. Et en fait, l'enquête exprime les choses quand même assez différemment de ça. Et cet enthousiasme est plutôt encourageant et nous rassure, aurait tendance à nous rassurer. Donc, on l'a vu, les dirigeants qui sont en place étaient le plus souvent en lien avec les associations. Ils connaissaient l'association, ils étaient déjà membres, participants ou autres. Ils avaient déjà un parcours au sein de l'association. On retient ce chiffre assez important de 93% qui démontre leur motivation et leur satisfaction de se situer comme étant sur une fonction, une responsabilité au cœur de la vie de l'association. Donc une satisfaction très forte qui s'exprime. Et pour autant, on est quand même attentif parce que effectivement, certains d'entre eux, je crois que c'était près de 40%, qui expriment quand même des difficultés ou des appréhensions. On peut être enthousiaste et quand même rencontrer des difficultés. Parfois, un sentiment de solitude, la peur de mal faire, des appréhensions qui s'expriment quant aux questions, aux responsabilités juridiques. Donc, on sent que les dirigeants, s'ils sont toujours motivés, ont quand même besoin de soutien, d'accompagnement pour sécuriser cette prise de responsabilité et la faire durer dans le temps. Donc ça, c'est le premier enseignement qu'on retient. Le deuxième enseignement, c'est que quand on parle de la gouvernance au sein de l'association, c'est que globalement, les dirigeants sont plutôt satisfaits des modalités de gouvernance au sein de leur association, mais néanmoins, recherche, en tout cas ce qui s'exprime, c'est une recherche davantage de partage de responsabilités. Alors, il y a une question dont on n'a pas forcément dépouillé toutes les questions là ce soir, mais globalement, hein, dans les modes de gouvernance dans les associations, on est sur des modes de gouvernance, elles sont très rarement très centralisées, les gouvernances associatives, hein, on est plutôt dans une dynamique collective. Donc, les dirigeants expriment plutôt une satisfaction du mode de gouvernance, mais néanmoins souhaiterait plus de partage de responsabilités, plus d'implication des membres, et ça reste une préoccupation importante. 29%, je crois que c'était le chiffre qui était exprimé, elle souhaiterait plus de partage de responsabilités, et 17% estiment que les tâches ne sont pas assez définies. Donc tout ça, c'est ces éléments qui peut-être amènent à, à retravailler les modes de gouvernance au sein des associations. Le troisième enseignement qu'on avait envie de retenir de l'enquête, c'est que le renouvellement des dirigeants est malgré tout est à la fois une préoccupation importante, mais peu anticipée globalement. Souvent, on l'aborde un peu dans l'urgence, quand on est un peu face au départ des dirigeants précédents, au coup par coup, ou alors on en discute, mais sans vraiment de suite, hein, c'est ce qu'on a pu voir également. Donc, c'est un sujet qui est finalement assez paradoxal parce qu'il reste quand même au cœur de la vie de l'association. Il reste une préoccupation, mais sur lesquelles les associations ont du mal à construire finalement des choses. Voilà. Là-dessus aussi, ce qui est intéressant, c'est l'analyse qui sera faite des verbatims, puisque, comme le disait Cécile tout à l'heure, il y avait des questions ouvertes où on amenait aussi les dirigeants à s'exprimer sur ce qu'ils ont déjà essayé, ce qu'ils mettent en place, ce qu'ils envisagent, etc. Et c'est là qu'on va pouvoir aussi identifier peut-être des pratiques, des idées, des exemples de choses qui s'essayent, une autre façon d'envisager les statuts, des processus d'intégration, des parcours d'engagement qui sont envisagés au sein des associations, etc., etc. En tout cas, nous, c'est aussi là-dessus qu'on a envie de travailler sur encourager et accompagner l'anticipation et la construction un peu des parcours d'engagement au sein des associations. Donc voilà un petit peu les trois éléments
qu'on a envie de retenir à ce stade des analyses et qui seront complétées par d'autres analyses à venir. Et peut-être pour aller un tout petit peu plus loin, sauf s'il y a d'autres questions-réponses sur lesquelles il fallait apporter des éléments complémentaires, Estelle? Oui, il y en a juste une entre-temps qui est arrivée, donc peut-être en complément de Cécile et Marie-Pierre, les deux pourront peut-être répondre, mais est-ce qu'on constate une corrélation entre le poids économique et financier d'une association et la difficulté à renouveler les dirigeants? Alors Cécile, je ne sais pas si toi tu as des éléments et peut-être Marie-Pierre pourra compléter. Alors, le poids économique, moi, je viens de regarder justement les résultats détaillés concernant la préoccupation, le degré de préoccupation concernant le renouvellement des dirigeants. Eh bien, donc, dans les plus petites associations, elles sont, on va dire, 40%, 39%, à dire que ce n'est pas un sujet de préoccupation. Mais elles ne sont plus que 13% à le dire dans les plus grandes. Là, il y a vraiment une corrélation. C'est-à-dire que plus le budget de l'association est important et plus le renouvellement est un sujet de préoccupation important. Donc ça, les résultats l'affirment très clairement. Je complète quand même avec les secteurs d'activité puisque c'était la question qui m'était posée. Donc là, l'écart est moins important puisque c'est entre 21% et 30%. Donc, c'est un sujet de préoccupation. Ça n'est pas un sujet de préoccupation dans 21% des associations lorsqu'elles sont d'éducation populaire. Après, c'est le sport, le social, et c'est dans la culture et dans le sport, c'est dans la culture et dans le sport que c'est un sujet de préoccupation le moins important. Voilà. Enfin, pas le moins important, mais le moins cité. Voilà. La culture et le sport, dit autrement, semblent mieux s'en tirer, voilà, sur le renouvellement des dirigeants. Et ce sont aussi des petites structures, donc on peut, enfin, il y a souvent plus de petites associations dans ces secteurs-là, donc on peut faire aussi là le lien avec la taille de l'association. Voilà, donc le social et l'éducation populaire qui sont plus en souffrance. Et peut-être, Cécile, tu me diras, tu me corrigeras si je me trompe, mais c'est corrélé aussi avec. Il y a une analyse sur les associations employeuses. Et donc, le Oui, secteur social et éducation populaire sont les secteurs aussi qui créent le plus d'emplois, enfin qui portent en tout cas le plus d'emplois. Et il me semble que dans les données sectorielles, ce qu'on remarque, c'est que c'est dans ces secteurs-là qu'on va le plus souvent chercher des compétences en dehors des organisations. C'est-à-dire que les personnes qui sont dirigeants sans avoir eu de parcours ou de connaissance de l'association avant, c'est plus important dans ces deux secteurs-là. Ce qui semblerait dire que c'est des secteurs dans lesquels on va chercher plus de compétences à l'extérieur, vu les enjeux financiers et d'emploi qu'il peut y avoir. tout à fait, tout Voilà, à fait. je ne On sais est pas si je d'accord. l'ai bien dit et si je l'ai dit suffisamment clairement, mais il y a des enjeux aussi dans certaines associations de compétences. Voilà. Tout à fait. Et les responsabilités, enfin, il y a une prise de conscience des dirigeants associatifs bénévoles, des responsabilités qui sont les leurs lorsqu'il y a des salariés. Et pas seulement des responsabilités juridiques, mais aussi la responsabilité, je dirais, morale, quelque part, de conserver, d'avoir les moyens financiers pour l'association de conserver les salariés. Donc, il y a un poids qui est effectivement plus affirmé s'agissant des dirigeants des associations employeuses. Je me permets parce qu'il y avait aussi une question qui était posée sur la parité, Estelle. Est-ce que les politiques publiques qui encouragent à la parité ont de l'effet? Il y avait un peu cette question-là qui était posée, me semble-t-il. Alors là, on est dans la mesure d'impact. Moi, je n'irai pas sur ce terrain-là. On l'a plus observé, on va dire, sur les jeunes, puisqu'il y a eu, on voit une progression de l'engagement des jeunes. Pas forcément sur la prise de responsabilité, parce que ce n'est pas forcément ce qu'ils vont rechercher avant tout
en tout cas d'une manière générale, hein. C'est difficile toujours de catégoriser les uns et les autres. Mais il y a comme un cercle vertueux qui s'est mis en place sur les jeunes, avec des mesures d'encouragement qui ont porté leurs fruits, et finalement aussi la conjoncture leur a donné envie de se prendre en main, les enjeux sociétaux et autres. Donc voilà, de là à parler d'impact, là, je ne sais pas. Il y a eu des mouvements et à chaque fois, en tout cas, on voit on en parle plutôt, nous, de cercles vertueux sans aller jusqu'à des analyses d'impact plus poussées. On a un petit peu, si vous voulez, pour expliquer, non pas à vous, Marie-Pierre, Estelle et Rachel, mais à ceux qui nous écoutent, c'est un petit peu les limites de notre exercice qui consiste à vouloir transmettre le maximum d'informations, des informations opérationnelles qui soient récentes, qui soient actualisées chaque année. Et c'est très frustrant pour nous de manquer de temps au sein de l'équipe pour aller plus loin dans les analyses. Heureusement, là, par exemple, en région Bourgogne-Franche-Comté, vous allez faire le boulot pour nous. Nous, on a fait le nôtre avec vous et du mieux possible. Après, heureusement, dans notre comité d'experts, on a des universitaires qui, eux, font de la recherche fondamentale et s'appuient sur nos résultats pour publier des articles académiques, etc. Donc, bon, on est un peu aux deux extrémités, là. Mais ça, la mesure d'impact, ça relève d'un travail universitaire de toute façon. Ça ne se fait pas comme ça aussi facilement. Merci Cécile. Estelle, c'est bon pour les questions-réponses? Du coup, peut-être l'idée, c'était pour conclure ce webinaire, c'était d'ouvrir sur la suite et en particulier sur des choses qui existent déjà pour répondre aux problématiques qui sont posées par les dirigeants associatifs ou qui sont à venir. Donc, je te laisse un peu la parole là-dessus, Estelle. Oui, merci. Et du coup, ça n'empêche pas que vous pouvez continuer à poser des questions s'il y en a qui arrivent au fil de l'eau. Donc, en effet, je laisse Rachel peut-être pas. Il y a une question. D'accord, je n'ai pas vu, je ne vois pas laquelle. Mais du coup, que je laisse Rachel regarder quelle est cette question, puis je te laisse repartager l'écran, s'il te plaît. Oui. Euh, Donc en fait là l'idée c'était de pouvoir ouvrir un peu vers des pistes d'action ou en tout cas des leviers qu'on pourrait actionner pour essayer de répondre à certains questionnements des bénévoles associatifs. Et du coup, par là, on a identifié un peu trois enjeux. Le premier qui est autour de l'enjeu de la formation de ces bénévoles et notamment des dirigeants bénévoles qui prennent des responsabilités. On l'a identifié à plusieurs moments et pour cela, je vous invite à vous rendre sur cette plateforme internet qui s'appelle le portail de formation des bénévoles qui recense toutes les formations à destination des bénévoles associatifs. En fait, elle met en lumière les structures associatives qui font de la formation à destination des bénévoles. Donc, elles permettent vraiment, s'il y a des bénévoles qui souhaitent monter en compétences, de pouvoir voir s'il y a des formations qui existent autour d'eux, qui peuvent monter en compétences sur des questions de comptabilité, juridique ou autre, de fidélisation du bénévolat. Enfin, les thèmes sont très variés, donc n'hésitez pas à aller sur le portail régional de formation des bénévoles et vous pourrez retrouver potentiellement des formations qui peuvent répondre à vos demandes, à vos besoins de montée en compétences par thème ou par département. Donc ça, c'était le premier enjeu, de pouvoir monter en compétences et accompagner les bénévoles sur la formation en termes de gestion associative. Le second enjeu, c'est de pouvoir se mettre en réseau et de travailler davantage ensemble dans le monde associatif. Et pour cela, le mouvement associatif vous propose très prochainement un rendez-vous régional qui s'appelle la Conférence régionale de la vie associative sur la thématique de la démocratie, ou en tout cas comment aujourd'hui les associations participent à notre démocratie et comment aussi en leur sein elles font vivre la démocratie. Donc les questions de gouvernance rejoignent totalement ces éléments-là.
Donc, c'est une journée qui est à Besançon le 2 juillet prochain, qui est donc à destination de toute personne en contact avec le monde associatif, qu'il soit bénévole, salarié, mais aussi partenaire du monde associatif, les pouvoirs publics, etc., etc. Donc, c'est vraiment une journée qui permet de prendre un peu de hauteur, d'échanger entre pairs et de pouvoir prendre voilà, le temps d'une réflexion sur des sujets très variés. Et c'est une journée sur inscription, donc pareil, vous pouvez retrouver tous ces éléments-là sur notre site internet. Et le dernier enjeu, qu'on a beaucoup déjà identifié, mais c'est l'enjeu de pouvoir accompagner les associations et les personnes qui les composent au plus près de chez elles et de pouvoir apporter notamment plus de visibilité et de lisibilité aux organisations qui peuvent apporter un accompagnement mais qui ne sont pas forcément visibles actuellement. Qui sont en capacité d'orienter, d'informer et d'accompagner. Donc l'objectif, il y a un vrai enjeu de pouvoir rendre plus visibles ces lieux-là. Et pour cela, il y a un nouveau réseau d'acteurs labellisés qui se met en place au niveau national et qui se met en place cette année en Bourgogne-Franche-Comté. C'est un dispositif, une marque d'État qui s'appelle Guidasso, où prochainement, sur les territoires, dans les départements, il y aura plusieurs points Guidasso avec 4 niveaux d'accompagnement, un qui est autour de l'orientation, un qui est autour de l'information et 2 niveaux d'accompagnement plus spécifiques pour les associations. Donc voilà, gardez l'œil ouvert autour de potentiellement des points Guidasso qui arriveront très prochainement autour de chez vous pour pouvoir répondre à vos questions en termes de vie associative. Donc voilà, l'idée, c'était de pouvoir ouvrir sur ces leviers d'action qui sont mobilisables, certains de manière plus accessible que d'autres ou qui sont plus à jour que d'autres, mais en tout cas, il y a des possibilités. Voilà, sur ces éléments. Et je ne sais pas s'il y a eu d'autres questions entre-temps ou la question a peut-être été retrouvée, celle que je n'ai pas vue tout à l'heure. C'était la question. Oui, d'accord. Donc, j'ai retrouvé. Donc, mais il y avait eu un peu des éléments qui avaient un peu été donnés de la part de Marie-Pierre sur sait-on s'il y a des liens de structuration, enfin, sait-on s'il y a un lien entre structuration d'un processus d'accueil et de passation et la capacité des dirigeants bénévoles à se sentir en confiance dans leur mandat. Donc, si on les accompagne davantage, est-ce qu'ils se sentent plus confiants? Est-ce qu'ils prennent davantage peut-être de responsabilités? Mais je ne veux pas forcément trop non plus en dire, comme ce n'est pas ma question. Je sais, alors, Cécile, je ne sais pas si on a des éléments pour répondre à cette question, parce que la question en tant que telle n'était pas posée, mais la corrélation est quand même assez forte, hein. Plus on sécurise la prise de responsabilité, plus les missions sont clairement définies, plus les mandats sont clairs et plus ça facilitera la prise de responsabilité, me semble-t-il. Là, j'y réponds, c'est pas des données concrètes qu'on peut retirer de l'enquête, mais souvent il y a de la corrélation entre tout ça, quoi. Mais effectivement, on peut parler de conditions qui sont plus favorables au renouvellement des dirigeants et Et ou bah, bien vivre des responsabilités au moment où on les vit, quoi. tout à fait, tout à fait. Et ça rejoint l'idée du parcours bénévole, du fait que le bénévole arrive avec ses motivations altruistes toujours, mais avec ses motivations personnelles, il doit être, alors c'est des recettes toutes faites, hein, que vous avez entendues 10 fois, mais bien accueillies dans l'association, donc intégrées comme une nouvelle personne, donc commencer par être bien informé. Favoriser les contacts, puisque souvent ils viennent pour une cause, mais aussi pour la convivialité, pour les échanges. Ne pas négliger les motivations personnelles, donc offrir la possibilité à chacun en fonction de ses contraintes et de ses envies, donc d'essayer de trouver des missions, des formes d'engagement qui correspondent bien sûr aux besoins de l'association, quand même pas, c'est important, mais en tenant compte des envies et des contraintes des bénévoles. Et petit à petit, d'assurer donc ce climat de confiance, cette intégration qui va faciliter le parcours des bénévoles et les encourager donc à monter en compétences et à monter en responsabilité
Et c'est comme ça qu'on voit que la plupart des dirigeants, en fait, avaient déjà un lien avec l'association et le plus souvent, ils sont, entre guillemets, recrutés dans l'association, mais pas forcément exclusivement. Donc, il y a tout effectivement un parcours d'accompagnement de chaque bénévole. Et la difficulté, c'est que les associations ont de moins en moins de ressources humaines bénévoles. En tout cas, les bénévoles sont tout aussi nombreux qu'avant la crise sanitaire à s'engager dans les associations, mais de façon beaucoup plus ponctuelle qu'avant. Donc, on parle, nous, de colonne vertébrale des associations qui ne sont pas forcément des dirigeants en tant qu'élus, mais des personnes qui donnent de leur temps chaque semaine à l'association. Eh bien, ces bénévoles sont de moins en moins nombreux et ça fragilise ce qu'on appelle donc cette colonne vertébrale. Et donc, la difficulté à trouver des formes d'engagement qui leur correspondent et qui correspondent à ces bénévoles ponctuels qui souvent voudraient faire plus, mais qui, par manque de temps, donc il y a des formules, hein, on parle beaucoup du binôme, et ça vaut pour les responsabilités avant tout, mais la responsabilité aussi de projet, hein, d'action. Et puis le télébénévolat, donc faciliter la mise enfin la réalisation d'actions à distance, pas uniquement, parce que c'est important de garder le lien avec l'association, la convivialité, mais de voir avec chaque bénévole quelles sont les actions qui peuvent être réalisées à distance pour gagner du temps sur les transports, mais aussi pour pour des raisons écologiques pour certains. Enfin bon, toutes les raisons sont bonnes. Et, voilà, trouver des formules qui conviennent à chacun et qui permettent un bénévolat épanoui qui va petit à petit les encourager à prendre des responsabilités. Merci Cécile pour ces derniers éléments et pour l'ensemble des réflexions que tu nous as partagées ce soir. Vous avez là donc affiché le contact du mouvement associatif par rapport à ce qu'a présenté Estelle juste avant. Donc, n'hésitez pas à reprendre contact avec l'équipe, donc Estelle et Rachel, pour avoir davantage d'informations sur ce qui vous a été présenté. En particulier sur, si vous voulez plus d'explications, par exemple sur Guy Dassault qui vous a été présenté très succinctement. Estelle et Rachel sont disponibles pour vous en dire davantage. Et puis nous, on aura grand plaisir à vous retrouver à la conférence régionale de la vie associative. Ça y est, le programme est diffusé, me semble-t-il, en tout cas diffusable. Donc, n'hésitez pas aussi à aller le consulter sur le site Internet. Durant cette conférence, on reviendra sur les résultats de cette enquête. On aura, entre autres, un atelier qui nous permettra de porter une réflexion collective pour aller un petit peu plus loin dans l'analyse des données de l'enquête. Et puis, évidemment, hein, les éléments qu'on ressort de l'enquête viendront irriguer un peu l'ensemble des réflexions de la journée. Donc, les inscriptions sont ouvertes. Il n'y aura pas de la place pour tout le monde, donc dépêchez-vous. Mais en tout cas, on aura grand plaisir à vous retrouver à Besançon le 2 juillet et puis sur d'autres événements du mouvement associatif.